Jean Lassalle, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être notre invité du jour. Bienvenue sur Témoin. Première question, Jean Lassalle, qui êtes-vous? Jean Lassalle, je suis né le 3 mai 1955 à Lourdes-Ichère et ma mère a mis 9 jours à me mettre au monde parce qu'elle n'avait que 17 ans et je pesais 4,9 kg. Donc j'ai depuis été perpétuellement retardé tout au long de ma vie parce que je n'ai pas pu rattraper ces 9 jours. Je suis né dans cette exploitation familiale très dure, aux confins de la frontière espagnole, mais très aimante. J'ai une enfance très heureuse avec un père exceptionnel, maman qui ne l'était pas moins, un oncle célibataire qui vivait avec nous. Ensuite, j'ai été berger à 19 ans, alors que je ne m'y attendais pas. Je finissais mon brevet de technicien à Pau, agricole, et papa était tombé en montagne. Il a fait 3 mois de coma, 3 ans de coma. À son réveil, j'étais devenu maire, parce que Valéry Giscard d'Estaing avait abaissé le droit de vote à 18 ans, mais l'éligibilité des maires de 23 à 21 ans. J'ai eu tous les postes de responsabilité qu'on peut avoir localement. Puis ensuite, je suis devenu député. J'ai fait une longue route avec François Bayrou. J'étais plutôt gaulliste, moi, et ma famille aussi. Mais François Bayrou était l'enfant du pays. Et comme j'avais été élu avant lui maire, et que nous avons été conseillers généraux le même jour, bon, je l'ai suivi, mais 2 ou 3 ans après, parce que moi j'ai été candidat libre, dans une vallée très très marquée par, quoi je devrais dire, le régime de Franco et l'arrivée d'Espagnols, ce qui fait que ma famille est à moitié, d'une certaine manière, espagnole, parce que du côté de maman, il y avait 3 sœurs. Une avait épousé papa, les 2 autres, 2 immigrés espagnols. Et immigrés, qui sont passés des geôles de Franco directement sous la Gestapo. Voilà. Et j'ai fait un bon bail de député. J'ai créé, par exemple, quelque chose dont on parle peu, mais qui était quand même extraordinaire avec quelques copains, les populations des montagnes du monde, qui a été efficiente sur les 5 continents. La montagne représente près de 40% de la surface non immergée de la planète. C'est considérable. J'avais d'ailleurs rencontré Jean-Paul II à cet effet, qui m'avait reçu spécialement, c'est dire l'importance qu'on attachait à cette affaire, et qui m'avait dit la montagne a toujours éclairé les plaines et les cités, mais n'a jamais eu le pouvoir. Ça m'avait marqué, et il m'avait dit pourtant, la montagne c'est un lieu de passage extraordinaire. Ensuite, le vaccin Johnson m'a détraqué le cœur, et j'ai dû avoir 4 opérations, et je devais avoir la dernière au moment où il fallait prendre la décision de me représenter ou pas. J'aurais dû faire confiance à la dernière chirurgienne qui s'est occupée de moi, qui m'avait dit je vais te tirer de là. J'ai eu peur, je ne voulais pas mourir après avoir été élu, devant la fidélité de mes électeurs qui, depuis l'âge de 21 ans, m'ont toujours réélu. J'ai fait 27 élections, j'en ai gagné 25. Il n'y a que les 2 présidentielles où j'ai pris 2 tôles immenses. Alors, immense et à relativiser. Vous avez quand même fait, à la dernière présidentielle, plus de 3%, ce qui équivaut quand même, vous n'êtes pas loin des 2 partis traditionnels que sont le PS ou LR, par exemple. Ah non, j'ai battu le PS. J'ai battu le Parti communiste. Et j'étais à quelques encablures du républicain. Sans avoir de parti historique qui vous soutienne. Non, c'est vrai. Vous avez raison. Voilà, mais voilà qui je suis. Et maintenant, j'essaye de
lancé dans l'aventure européenne. Alors justement, vous êtes candidat aux élections européennes, vous êtes tête de liste d'une alliance, l'Alliance Rurale, avec notamment votre propre parti politique aussi, Résistons. Vous êtes allié avec Willy Schran, qui est le président de la Fédération des chasseurs, nationale des chasseurs, et vous êtes en ce moment accusé de faire en tout cas le jeu d'Emmanuel Macron en présentant cette liste, pour la raison que Willy Schran serait plutôt très proche d'Emmanuel Macron, et que c'est vrai que cette alliance pose question. Moi j'ai une question très simple, est-ce que vous êtes aujourd'hui, Jean Lassalle, l'allié d'Emmanuel Macron? Non, absolument pas. Je ne l'ai jamais été, et je pense que je suis l'un des tout premiers à l'avoir découvert, puisque lorsque j'ai fini le Tour de France, dont on a tiré une carte postale que j'ai remise à votre ami journaliste, on a fait une carte postale exprès de moi en marchant. Et j'étais voir François Hollande, et c'est là que j'ai rencontré un jeune homme, qui était, mais archi dynamique. François Hollande m'a reçu, il m'a dit à un moment donné, mais Jean, tout ce que tu nous dis, mais on le sait déjà. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Et puis après, il m'a fait sortir par la sortie numéro 1 de l'Élysée, c'est-à-dire le perron. J'ai compris pourquoi, parce qu'il me glissait à l'oreille, ne répète pas ce que je t'ai dit. J'ai dit, mais enfin François, pourquoi tu veux que je te fasse du mal? Tu m'as reçu 2 fois, il m'avait reçu déjà à mi-parcours, et puis je lui avais dit qu'avant la fin de l'année, ça pèterait, parce que tout le monde le disait. Effectivement, quand je suis passé en Bretagne, il y a eu les fameux bonnets rouges, qui ont été le grand premier mouvement. Et en fait, ce jeune stagiaire de l'ENA, qu'est-ce que je vois l'année d'après? Il y a Montebourg et un autre qui a été candidat à la présidence aussi, qui disent pique-pendre de François Hollande, c'était au mois d'août, qui les vire, et qui je vois arriver mon stagiaire de l'ENA, qui m'avait répondu, non, je suis le nouveau secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et alors là, on a passé une période avec Emmanuel Macron, qui a été tout à fait normal, et même un peu plus, parce que ce type était charmant. Bon, moi j'avais de bonnes relations, j'ai eu de bonnes relations avec tous les gouvernements. Je n'ai rien voté que je ne puisse pas voter. Mais quand je n'étais pas d'accord, je l'ai même fait savoir assez bruyamment. Et seulement, je ne savais pas que ça allait donner, un an plus tard, à Macron. J'ai d'ailleurs été photographié au Salon du Livre à Paris en 2016, et je l'ai attrapé parce que j'ai toujours été, et sa femme et tout, bon, on avait une relation normale. Il a même ri beaucoup quand je suis intervenu parce qu'on venait de m'enlever le permis de conduire pendant 36 mois. Et je proposais, je disais, c'est beaucoup trop grave. On ne peut pas empêcher quelqu'un de conduire 36 mois, on fout sa vie en l'air. Bon, et je l'avais fait d'une manière humoristique parce qu'il ne voulait pas que je le fasse. Et puis, qu'est-ce que j'apprends? Qu'il lance un mouvement, alors que moi j'étais déjà candidat. J'étais candidat dès le 15 avril 2016. Et lui, c'était fin 2016 qu'il commençait. Et qu'est-ce que j'apprends? C'est qu'il crée La Marche. Alors j'ai dit, celle-là n'est pas mal, ça. Et même La République En Marche. Donc moi, je m'étais tapé 6000 bornes, 9 mois, le temps d'une gestation, ma femme qui attendait chez moi. Et lui, il avait trouvé le titre de son parti. Nous avons eu une période où nous avons échangé. Et où il m'a proposé de le rejoindre. Et je lui ai dit, écoute, à la fin, écoute Emmanuel, c'est impossible. Toi, tu viens de chez Rothschild, moi je viens de Lourdes-Ticher. Impossible. Et à partir de là, je n'ai plus aucune relation avec Emmanuel Macron, et je dois dire que je le paye parfois cher, hein, parce que la dernière fois, au second tour, alors que j'avais fait le premier, pour lequel vous avez voulu rappeler amicalement que j'avais fait quand même un score honorable, 1 200 000 voix, je me suis abstenu au second tour, parce que je n'acceptais pas le rôle ignoble tenu par les médias dans notre pays, au pays de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et j'ai voulu m'abstenir publiquement. Ce à quoi l'immense Fabius,
aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, le seul au monde qui ait les mains pleines de sang. Parce que l'histoire du sang contaminé n'a jamais été mise à jour. Alors que je connais une femme en Bretagne qui n'a plus de sécurité sociale depuis 30 ans, qui n'a plus d'existence légale. Alors, si je savais son nom maintenant, il ne me revient pas. Enfin, je le dirai, peu importe. Et en plus, ce sang contaminé, non content de ça, mais on l'a envoyé à nos amis africains qui avaient le bonheur de découvrir le sida. Et c'est ce monsieur qui, en 3 jours, fait invalider le vote aux élections de ma commune de Lourdes-Ichère. Et moi, je me suis tapé une instruction de plus de 6 mois devant le tribunal correctionnel de Pau pour ce vote anti-illégal au possible, etc. Et je me suis défendu et j'ai fait pièce et j'en suis sorti. Vous pensez que c'est un coup d'Emmanuel Macron? Ah non, non, je pense pas ça. Mais dire après ça que je peux être un ami, un soutien de Macron, alors que si vous regardez le peu d'images que depuis 2016, la télévision française, qu'elle soit privée ou publique, je ne sais laquelle est la pire des deux. Parce que avec les immenses bons hommes qu'on a, déjà la patronne de France Télévisions, c'est quelqu'un. Hein. Vous savez, l'intérêt public, il passe très très loin de nos têtes. Et puis après, tous les autres, Arnaud, son gendre qui détient Le Monde, bon, ça a peut-être changé ces jours-ci, M. Niel, qui était en tôle pour proxénétisme aggravé. Après, il y a Patrick Drahi qui est en train de se laisser décoiffer un petit peu. Et puis il y a quand même Bolloré, qui est un cas aussi. Ça m'amène à une question, Jean Lassalle. Vous avez effectivement une personnalité très sociable. Très sociable. On vous a vu tantôt enlacer Emmanuel Macron, comme vous l'avez dit, tantôt Zemmour lors d'une manifestation, donc on se souvient des images. Et ce qui Je l'ai levé du sol parce que, comment il s'appelle, il y avait une manifestation pour soutenir les policiers. Et il peut lever tant qu'il pouvait. C'était autour de l'Assemblée, j'étais encore député. Mais et il y a mon ami... Attends, je réponds. Allez, je vous laisse répondre. Il faut que je réponde. Il y avait mon ami, comment il s'appelle, l'ancien président du Conseil général de la Vendée, l'ancien ministre, maintenant l'homme du Puy du Fou, dont on parle même aux États-Unis et partout. Monsieur de Villiers. Oui, de Villiers. Qui me dit, tiens, écoute Jean, regarde, tu connais Zemmour? Zemmour, j'ai été invité au moins 5 fois chez lui, au moins 5 fois quand il était chez Ruquier, avant que Ruquier ne devienne l'abomination qu'il est devenu. Parce que je peux vous dire que s'il m'a invité 5 fois, c'était chouette, mais les 2 fois où j'y suis passé, après m'être rendu en Syrie, je peux vous dire que j'en ai pris plein la gueule. Hein. Et je ne regrette rien. Mais il me dit, tu as vu Zemmour? Mais moi, Zemmour, j'avais vu, oui. Mais là, il était transi de froid, tout encapuchonné sous une série de capuches, de je ne sais quoi. Et du coup, je le vois, je l'ai trouvé un peu petit presque. Je l'ai levé pour le prendre dans mes bras, parce que, voilà, c'est un réflexe que j'ai eu comme d'autres. On comprend bien que c'est par sympathie, mais c'est là où par haine. Et c'est là où m'amène ma question, c'est que peut-être que d'un point de vue extérieur, on a aussi du mal à vous placer sur l'échiquier politique, même si aujourd'hui extrême droite, extrême gauche, bon, ça veut dire peu de choses au final, l'échiquier politique a totalement changé, mais on a beaucoup de mal à vous placer. Est-ce que, in fine, vous ne retournez pas un peu au centre? Vous l'avez rappelé, vous étiez vice-président quand même du MoDem. Est-ce qu'au final, vous revenez pas à vos ressources naturelles? Non, parce que là, vous vous situez dans un très lointain passé que j'ai connu, vous étiez peut-être jeune. La dernière élection, gauche-droite, qui a organisé la vie publique de ce pays avec un centre au milieu, plus ou moins grand, pendant très longtemps, en tout cas la 5e République, c'est sûr, et des républiques avant, mais c'était plutôt les radicaux, a cessé avec le match Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, remporté par François Mitterrand en 1981. Ce jour-là, petit à petit, a commencé la longue descente aux enfers des 2 partis qui allaient se partager la France pendant 20 ans, mais qui n'allaient pas s'en relever.
Et c'est vrai, Macron a aidé à mettre au trou, mais moi, c'était mon même projet. Il n'était plus utile. Et c'est cela qui ont fait que la France est encore plus petite que si on pouvait la rendre petite, alors que pour moi, c'est la France authentique. La France n'est pas faite pour être, ne veut pas être ultra-droitisée. Elle ne veut pas être non plus ultra-gauchisée. Et encore moins ultra-macronisée. Moi, j'étais gaulliste de nature. Je le suis resté, et je dirais même un peu gaullien. C'est-à-dire, ce n'est pas du centrisme, c'est du non-alignement, pour reprendre une formule qui avait fait Flores à l'époque. Et je suis un non-aligné de la politique, parce que j'estime que dans la situation où on se trouve aujourd'hui, accablé de dettes comme nous n'avons, je pense, jamais été, dans un empire du milieu, terrifiant, c'est-à-dire c'est la finance spéculative à tous les étages et dans le monde entier. Personne n'est à l'abri, même la Chine. Le jour où ils voudront se faire la Chine, ils se feront la Chine. Comme jadis tomba l'URSS, alors qu'on ne pensait pas qu'elle pouvait tomber. Qui il? Eh bien, les 20, je ne sais pas combien, tenants de fortune. Il y a M. Arnaud en France, c'est bien Arnaud qui s'appelle, je pense. Mais ils ont commencé par se réunir plus ou moins au sommet de Davos. Il est vrai que l'élection de Macron leur a donné un souffle. Parce que c'est la première fois qu'un grand pays tombait vraiment dans leur escarcelle sans discussion. Les autres sont tombés aussi. C'est pareil, c'est la même chose. Et donc, c'est en même temps, comment je devrais dire, la chute des États, nations de préférence, et c'est une mondialisation heureuse. Eh bien, moi, je vois les jeunes, je vois ce que je côtoie, je ne les ai pas connus de ma vie, je commence à avoir quelques années, aussi malheureux et un manque de perspective et d'horizon qu'ils le sont aujourd'hui. Donc, où suis-je? Un non-aligné qui pense que la priorité, c'est de rassembler, comme cela a été déjà fait à d'autres reprises, aussi bien par des femmes que des hommes d'ailleurs, et dans une fulgurance, nous remettre à notre place, c'est-à-dire tout en haut, dans ce que le général de Gaulle appelait le concert des nations. Je me considère résolument non aligné parce que ce qu'il faut, c'est réunir à nouveau la France. Or, on ne peut pas réunir la France avec un bout de France, d'un bord ou de l'autre. Il faut créer des conditions d'un rassemblement très large et qui sublime les vieilles lunes que nous avons connues, qui ont été réelles, mais qui aujourd'hui ne représentent plus rien. Mais voilà. Pourquoi avoir choisi comme allié Willy Schramm? Ah oui, Willy Schramm. Qui d'ailleurs, par ailleurs, sur RTL, disait « Cette candidature s'est faite avec l'aval et la bienveillance du président de la République ». Oui, et c'est surtout, je pense aussi, Thierry Coste, qui a été son conseiller, de la même manière qu'il a été un des tout premiers à être approché par le futur président Macron. Je connais Thierry Coste depuis très longtemps, et j'ai même, je vais vous dire, de l'amitié pour lui. Pour la simple et bonne raison que j'ai toujours vu quelqu'un qui défendait la même ligne, cette France rurale, mais pas une France coupée non plus des villes, voyez. Et je me souviens, je n'ai pas compris ce choix de Macron, d'autant que j'étais moi-même candidat, et que j'incarnais tout ce qui se disait. Mais je ne vais pas me fâcher aujourd'hui avec Thierry Coste, puisque c'est lui, quand même, un petit peu, qui a été un petit peu à l'origine de cette rencontre entre Willy et moi. Alors, j'ai tout essayé. J'ai essayé avec Lyot. C'est le groupe où j'avais siégé, mais on ne prenait pas de décision. J'ai essayé avec les radicaux de gauche. C'était pratiquement fait, sauf qu'après, ils m'ont oublié. Ils sont partis. J'ai
j'ai essayé, il y en a tellement. Bref, depuis 2 ans, je crois que j'ai essayé avec tout le monde. Il y a quelqu'un avec qui j'ai du regret, parce que c'est un ami. Mais moi, je ne pouvais pas, pour l'instant, je n'exclus pas de travailler du tout avec lui, assumer le fait qu'à un moment donné, il ait accepté, dans le contexte où ça se déroulait à l'époque, le Premier ministre de Marine Le Pen, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Lui, c'est le seul député vraiment courageux que j'ai rencontré, et avec lequel nous avons mené des combats extraordinaires. Mais voilà, toujours cette, comment je devrais dire, cette intuition intime, qu'il ne fallait pas que je sois ancré, ni dans un camp, ni dans l'autre. Ça avait été la même chose avec les RPR et les socialistes, et en vérité, j'ai été réfugié politique au Modem, même si j'en étais vice-président. Mais mes idées, c'était la France, c'était De Gaulle. Et comme ça ne représentait pas du tout le RPR, ou le RPR ne le représentait pas du tout, je suis resté dans cette posture dans laquelle je me trouve. Alors, Willy Schramm, eh bien, ça a été très vite. Je l'ai rencontré, et j'ai eu l'impression d'abord de rencontrer un mec, un type, fan de Collier. Il m'a dit ce qu'il avait fait. Il m'a expliqué son choix de Macron. Il faut que je voie mon coup. Parce que les téléspectateurs pourraient penser que c'est votre question qui me met dans l'embarras. Alors que ce n'est pas le cas. Vous avez un peu d'eau, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Et alors, donc, Willy Schramm m'a dit, oui, j'ai voté Macron parce que j'ai regardé tous les projets et c'était celui qui défendait le mieux la chasse. Et Thierry Coste, dont j'ai parlé, en était convaincu aussi. Et nous avons apporté quand même beaucoup à la chasse grâce à cela. Je lui avais fait déjà un appel du pied à l'époque. Et je lui en ai refait un peu en 2022, lorsque j'ai été candidat, et je ne peux pas dire que j'ai été l'un des plus affables à l'égard de Macron. Peut-être que vous retrouverez à l'INA les séquences quand il se rendait chez Poutine, et que Poutine le mettait à 30 mètres de l'autre côté de la table. Et que je le suppliais de faire campagne en France, et de s'occuper des vrais problèmes de la France, au lieu d'aller finir d'exciter quelqu'un qui ne me semblait pas devoir l'être à ce point. Je pensais que quand il faut parler, on ne tient pas des propos du style « ta Russie disparaîtra et toi aussi avec », etc. etc. Donc je n'ai pas fait de cadeau. Alors, pour revenir à Willy Schramm, aujourd'hui, il est totalement revenu de Macron. Et Willy Schramm, il pense que, tout comme je le pense, c'est qu'il y a un moment historique, au moment où les paysans finissent par le dire. Ils sont au bord du trou, mais du précipice. Mais derrière les artisans, ils ne sont pas mieux placés. Les commerçants, ils sont déjà morts, presque, excusez-moi pour ce que je connais bien, tués par les grandes surfaces. Et les services publics ne sont plus qu'une magnifique et très belle histoire de France. Parce que s'ils incarnaient liberté, égalité, fraternité, tout ça, ça n'existe plus. Donc, j'ai vu que Willy Schramm avait exactement la même approche, et je me suis dit, lui au moins, il est capable de trancher, et il y a une chose, c'est qu'on s'est vu 3 ou 4 fois, il avait l'immense avantage de me redire le lendemain ce qu'il m'avait dit la veille. Ce qui, à vrai dire, j'ai assez peu rencontré. Nous discutons encore, pour être tout à fait complet avec vous, avec Philippe Folliot, qui est un copain, qui a été élu sénateur, mais il est lui aussi macroniste. Il est de l'Alliance centriste. Alors déjà, le tapage
que j'ai déclenché avec mon alliance avec Willy Schren, macroniste, moi c'est macroniste, vous imaginez si je pars maintenant avec Philippe Folliot, qui voudrait m'amener aussi Lyot qui a eu l'occasion historique, après avoir quasiment fait tomber le gouvernement, 5 ou 6 mois après, de s'inscrire dans cette opposition radicale. Ils se sont fait peur, et maintenant ils votent tous les textes du gouvernement. Donc, 2 Macron de plus. Et le maire de Neuilly, c'est un Macron de plus, enfin pas loin. Donc voilà, c'est tous les contacts que j'ai eus. Mais Nicolas Dupont-Aignan et Philippe Folliot, c'est 2 amis de très longue date. Ça m'a un petit peu embêté. Voilà. C'est quoi le cœur du projet de cette alliance pour les élections européennes? Le cœur, c'est d'abord d'expliquer, comme nous ne l'avons peut-être pas fait, et j'ai un peu d'âge, toute sensibilité confondue, qui nous étions. Nous sommes avant tout français. Nous avons le 2e territoire d'Europe après l'Ukraine, sans rentrer, si vous voulez, j'y rentrerai, mais dans la situation de l'Ukraine, bien entendu, l'URSS. Mais nous sommes un pays où tout pousse, où tout peut être transformé. Nous avons été, lorsque le général de Gaulle décida de multiplier le budget de la recherche par 10 en France, eh bien, les premiers à nous doter de la force de dissuasion. Et nous sommes devenus les premiers dans l'automobile, dans les chemins de fer et dans les avions. Et aujourd'hui, nous sommes les derniers partout. Donc, pour moi, c'est quelque chose de terrifiant. Et ça se répercute encore plus violemment sur 2 parties de notre pays. Le monde rural, qui représente 70% du territoire, et nos banlieues, que j'ai visitées aussi nuitamment, en costard-cravate. Et ma foi, j'ai fait quand même les 50 les plus, je le décris dans mon livre, les plus en vue, j'en suis sorti, mais j'ai vu aussi ce qui s'y passait. Et je l'ai dit. Mais depuis lors, silence radio, à part des télés comme les vôtres, ou des images comme les vôtres, des médias comme les vôtres, personne ne m'a plus écouté. J'aurais voulu le crier, le hurler. Donc, avec Willy, c'est d'abord un constat. La France, c'est la première destination touristique du monde. Et d'abord grâce à son territoire de campagne, entretenu comme du papier musique, comme l'est toute la France, grâce aux maires et aux paysans. Et une bonne partie des paysans sont aussi des chasseurs. Et malheureusement, le maire est menacé de mort par la loi sur les communautés de communes. Et le paysan, inutile de dire, sauf si vous avez une question, dans quel état il le dit tous les jours. J'étais à une manifestation de la coordination rurale il y a 2 jours devant le site de Total à Lac, avec une certaine, je devrais dire, un certain bien-être, parce que je me souvenais que Total avait failli me faire mourir il y a une 15aine d'années, quand, voyant qu'il n'y avait plus de gaz à Lac, ils voulaient concentrer sur Lac les 50 entreprises les plus vivantes dans un rayon de 200 km, dont la mienne, Toyal, que j'avais été chercher au Japon, avec le billet d'avion qu'un copain m'avait avancé. Donc ça ne me faisait pas tellement plaisir. Donc, c'est d'abord les campagnes qui nous sommes, c'est nos traditions. C'est ce qui a construit cette France tellement différente de tellement d'autres pays. C'est cette France avec Paris, et je veux parler autant, et nous voulons parler autant, aux Champs-Élysées, qu'à la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, qu'à la rue Serviès à Pau. C'est pas une rupture de plus dans ce pays qui n'en peut plus de rupture, et qui semble sous une technocratie
plus féroce encore que ne le fut celle de l'Union soviétique, que nous sommes un pays d'équilibre où tout pousse dans un pays à climat modéré, qui a bordé de mers et d'océans, des montagnes pile où il les fallait, un bassin aquitain, parisien, rhodanien, pile où il le fallait. Nous pouvons tout faire. Le problème, c'est que nos élites ont renoncé. Et en partant du monde rural, qui a pesé si lourd dans le destin de notre pays, d'abord grâce aux hommes qu'il a envoyés sur les fronts. Beaucoup, ne venaient pas tous, mais à l'époque, comme on vivait plus en campagne qu'en ville, il y en avait déjà beaucoup. Mais c'est grâce à, comment je devrais dire, à toutes ces différences, toutes ces saveurs, toutes ces couleurs, que la France a été le premier à dire « ici le peuple est souverain » et à prononcer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont on est très loin aujourd'hui, et qui fait que nous avons été l'un des rares pays au monde, je pense le seul, à avoir été désigné comme pays à dimension universaliste. Et comment vous le traduisez d'un point de vue européen? Est-ce qu'on sort de l'Union européenne? Est-ce qu'on réforme l'Union européenne? D'abord, je veux faire ce que j'ai fait toute ma vie. Lorsque j'ai été élu à 21 ans, et croyez-moi, ça n'avait pas, je n'avais pas vos caméras devant, mais le débat dans ma commune était quand même très vif. Est-ce qu'on mettait au pouvoir un jeune Blanc-bec, comme ça ou pas? Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire. Il y avait une chose à l'époque, qui peut faire sourire, mais qui ne faisait pas sourire. Il y avait une tradition à Lourdes, c'est que pratiquement un maire ne faisait jamais qu'un mandat. Pourquoi? Parce que le cimetière était trop petit. Et chaque fois qu'il fallait enterrer quelqu'un, je l'ai vécu, je l'ai vu. C'est les voisins qui faisaient le trou, et donc ils coupaient 4 ou 5 autres, 3 ou 4 tombes autour. Et malheureusement, aucun maire n'avait voulu plus solutionner ce problème. Et moi, je l'ai solutionné. Nous avons déterré pendant 18 mois tous les morts. Nous avons pris un bout de parcelle à un voisin, qui était d'ailleurs un oncle, qu'il avait d'ailleurs donné à la commune. Mais vous savez qu'on ne peut pas donner ni recevoir d'une commune. Et ça n'avait pas été accepté. Il en avait tiré, c'était pas un homme d'amertume, mais un certain regret. Et moi, j'ai enterré sur ce terrain, 15 jours après mon élection, une cinquantaine de corps. Donc, certains venaient de la plombée, de la guerre de 14 et 18, etc. Vous imaginez assez facilement ce qu'on peut vivre. J'ai fait pareil dans les mandats que j'ai eus. Je me suis attaqué aux problèmes les plus difficiles. Donc, en allant à Bruxelles, d'abord, il faut savoir ce qui s'y passe. Je ne vais pas mettre le mandat. Et je pense que Willy Schren n'a pas non plus ce temps, ni cette envie, ni cette inclinaison. Ce qui s'y passe. Pour le reste, je crois que nous en savons assez pour être persuadés que l'Europe fédérale, l'Union européenne, telle qu'elle existe, ça ne peut pas durer. D'ailleurs, elle est éteinte d'elle-même. Elle ne vit que par la bureaucratie. Si certains pouvaient rêver, moi j'ai voté contre Maastricht, tout en étant dans le parti de Bayrou, pouvaient rêver à une citoyenneté européenne. Lorsque j'ai fait le tour d'Europe, un an après avoir fait le tour de France, mais pas à pied, j'ai visité 15 pays, je rencontrais des jeunes qui faisaient des études avec le contrat Erasmus, dont ils ne savaient même pas ce qu'il était. Et quand je leur demandais, vous allez voter, parce que c'était comme cette fois-ci, à la veille d'européenne. Et ah non, moi je dois aller, je rentre parce que je dois voir ma grand-mère, un autre partait en week-end avec sa copine, il y en avait 1 sur 10 qui allait voter. Déjà, il y a déjà 10 ans, hein.
pense pas que ce soit beaucoup amélioré. Donc il n'y a pas eu de citoyenneté européenne. Mais par contre, l'américanisation de l'Europe, elle a pris à 100%. Et, que voulez-vous, moi je raisonne sur des choses simples. J'ai beaucoup de respect pour l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Mais peut-on décemment dire que c'est la Grèce antique? Je n'ai rien contre le Massachusetts, mais peut-on dire que c'est la vieille Espagne? Est-ce que même la Californie est la Rome antique? Et qui est la France authentique? Est-ce que c'est l'État de New York, l'État de Washington? Non, il y a quelques siècles qui séparent quand même l'histoire de ce vieux continent de celui où nous sommes, nous, Européens, livrés au plus grand génocide non puni, non puni et existant toujours aujourd'hui. Vous êtes en train de dire que... Vous toussez vous aussi. Bon, un peu. Vous êtes en train de dire que la France est américanisée? Que l'Union européenne sert les intérêts des États-Unis? Oui, on le voit d'ailleurs maintenant avec la crise ukrainienne. C'est très difficile d'ailleurs de parler de ce problème, mais j'en parle. Nous sommes un peuple de résistants. Or, nous n'avons pas résisté toujours en nombre. Hein. Comme disait mon père, les résistants ne se lèvent pas en nombre, sinon ça se saurait. Mais nous sommes malgré tout, c'est inscrit dans nos gènes. Et quelle que soit l'histoire de ce pays, que tout le monde connaît, de l'Ukraine, lorsque vous êtes quand même attaqué, on ne peut avoir que du respect pour la résistance. Mais de l'autre côté, il faut bien prendre en compte aussi notre attitude à l'égard de Moscou depuis la chute du mur de Berlin. Nous aurions pu, quand je pense le travail que s'est donné l'ancien président, secrétaire général du parti, qui avait la tache de vin, Gorbatchev, si nous avions à l'époque soutenu l'initiative prise, ça aurait peut-être pu marcher. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a intensifié la présence de l'OTAN dans tous ces pays, au lieu de leur laisser retrouver leur équilibre et après ces 70 terribles années, un peu le temps de souffler. Et depuis 20 ans, Poutine le dit lui-même. Il dit, mais si moi je venais faire en Hollande ou en Belgique ou au Luxembourg ce que vous venez faire chez moi, vous pensez que vous seriez content? Donc il y a à boire et à manger dans cette affaire. Moi ce que je note, c'est qui vend les armes? Et à qui, par exemple, nos amis allemands, que nous couvrons par notre parapluie nucléaire, qui nous coûte les yeux de la tête. Imaginez ce que la France aurait si elle n'avait pas ce fardeau toute seule. C'est aux Américains. Tous les autres pays, même les Belges, achètent des avions américains. Et qui c'est qui fournit le gros du matériel? Pas nous. Vous voyez, tout ce qui est obligé de déclarer le pauvre Macron dans un sens comme dans l'autre pour faire oublier qu'il y a des Européens en France, mais ça ne tient pas la route. Certes, nous avons une belle armée, je le crois. J'ai été à la Commission de la Défense pendant 10 ans, je crois que nous avons une belle armée. Mais enfin, nous ne sommes pas une armée à mesure d'avoir de telles rotomontades. Et l'armée européenne, elle est où? Donc, effectivement, je pense que nous sommes sous influence américaine très très forte. J'en reviens à ma question, et ce sera la dernière. Est-ce qu'on sort de l'Union européenne ou est-ce qu'on y reste? Ah oui. Alors, je pense que le Frexit, à mon âme et conscience, serait un choc qui déclencherait dans notre pays extrêmement fissuré
Il n'est pas coupé en deux, ce pays, il est coupé en 1000 morceaux. Et je pense que nous aurions du mal. De la même manière, les Anglais l'ont fait. Et j'ai déclaré à l'époque que si j'avais été anglais, j'aurais voté le Brexit. Mais l'Angleterre, le Royaume-Uni, n'a pas la même histoire continentale à l'Europe que celle que nous avons. Ils sont toujours restés unis. Certes, ils ont donné des coups de main, mais chaque fois qu'ils ont pu travailler pour leur compte, avec le Commonwealth notamment, ils ne se sont jamais privés. C'est pas la même histoire. Nous avons une histoire grandiose, mais très souvent ensanglantée avec l'Europe. Et partir comme ça, c'est pas tellement français. Non, moi, je suis pour qu'on remette tout à plat, comme c'était le souhait du général de Gaulle. Je pense que Pompidou l'a beaucoup ralenti. C'était un ancien lui aussi de Rothschild, n'oublions pas. C'est l'Europe des nations. Mais que chaque pays retrouve sa capacité à... Enfin, recouvre un gros mot qui ne l'était pas du tout, qui était très beau, sa souveraineté. Parce qu'il ne pourra pas y avoir de retour des magnifiques campagnes de France, de grande cause nationale, c'est ce que je veux faire, si nous ne retrouvons pas cette souveraineté. Donc, nous ne partirons peut-être pas à 26 ou 27, je ne sais pas combien on est, nous partirons avec les volontaires au fond de l'Union européenne, c'est fait avec 6 pays au départ. Mais est-ce que vous croyez que ces 6 pays, si on leur posait vraiment la question, ne réfléchiraient pas sérieusement? Moi, je pense que ça doit se faire, et ça doit se faire de cette manière-là. Mais il faut poser les bonnes graines. Et ce n'est pas avec des coups de menton, en affirmant les uns, il faut à tout prix garder l'Union européenne, le garant de la paix, alors que malheureusement c'est devenu le garant des plus riches, de puissance financière inouïe, qui a fait de nous des misérables, alors que nous sommes le continent le plus richement doté. Et de l'autre manière, je ne crois pas non plus que ce soit en déclarant, comme on le fait à chaque fois, que du jour au lendemain, il n'y aura plus d'Union européenne. Moi, je suis pour un travail qu'on peut faire. Généralement, on a 2 ou 3 ans pour mener à bien un projet. Mais bien sûr, je ne pourrais le faire que si, un peu plus tard, je suis toujours en bonne santé, et si je deviens président de la République française. Là, ça donnera un coup. Mais le travail préparatoire que nous allons faire à Bruxelles, et que nous serons les seuls à faire, parce que nous ne sommes attachés à aucune coterie. Si Willy Schrem a fait un choix à un moment donné, il en est revenu. Moi, pour ma part, j'ai été au Modem, mais je n'ai voté ni Maastricht, ni l'autre traité, d'ailleurs, qu'on a eu la honte, où on a connu la honte de voter contre le vote des Français, qui avait dit 54% non, et nous nous sommes réunis. Vous parlez du référendum de 2005. Oui, exactement. Ça a été pour moi un des jours les plus tragiques de ma vie politique. Voilà. Donc, je crois que il faut parler d'une manière peut-être différente pour toucher beaucoup de nos compatriotes qui pensent exactement la même chose, mais qui ne savent pas par quel bout le commencer. Eh bien, il nous appartient d'ouvrir ce chemin. Eh bien, merci, Jean Lassalle. On aura compris, vous souhaitez réformer l'Europe, donc en faire une Europe des nations, une Europe des souverainetés. Des souverainetés, puis une Europe où il y a de nouveau de la politique. C'est-à-dire un président ou un premier ministre réellement élu qui s'occupe des problèmes de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de la Hollande, de la Grèce. Et en même temps, pour les actions que nous souhaiterons mener ensemble. Ça m'étonnerait qu'on emmène beaucoup à 25 parce qu'il ne faut pas non plus rêver. Mais parfois, à 3, ou 4, regardez ce que nous avons fait à 4 pour Airbus. Nous sommes dans l'incapacité de le faire aujourd'hui, Airbus. Il n'y a plus d'anglais. Et demandez
aux Allemands, aux Italiens et même Espagnols, s'ils sont prêts, ils n'ont pas les sous pour le faire. Voilà. Donc, je pense qu'on pourra mener des projets. Mais est-ce que c'est tellement différent de ce que nous connûmes lorsque, par bonheur, la paix régna sur ce continent? Elle n'y a pas régné longtemps. Maintenant, dire que tout cela, c'est grâce à l'Union européenne, c'est ne pas du tout connaître l'histoire. Je crois qu'il y a une réalité européenne, mais je crois qu'il y a une réalité européenne qui part de ces États, nations, qui ont décidé d'enterrer la hache de guerre et qui vont inventer une nouvelle forme d'entraide en partant de leur souveraineté. Merci encore, Jean Lassalle. Merci d'avoir été l'invité et le témoin du jour. Merci à vous et puis bonne soirée. Et bonne soirée à vous, cher. Et bon courage pour l'élection. Ben, on verra. Puisque je le rappelle, vous menez à la tête de liste de Alliance Rurale, avec notamment votre propre parti aussi. Uniquement Alliance Rurale. Parce Justement, que il y a aussi votre propre parti. Oui, mais il n'est pas Résistons. autorisé parce que je ne sais par quel miracle, le Conseil d'État nous a considéré qu'on aurait dû avoir 2 experts, je tiens à le dire quand même, et alors que de l'avis de notre conseil comptable, c'était pas du tout le cas. Il faut l'avoir quand on a, je crois, plus de 220 000 euros. Nous, on les a eu un seul soir, un seul jour, parce que l'État nous avait versé de l'argent qu'il nous devait de la campagne électorale, et est rentré aussi le financement, le premier financement, parce que nous avons été consacrés comme parti, comme parti recevant des fonds d'État, parce que nous avions eu 51 candidats qui avaient fait au moins 1% aux dernières législatives. Tout ça est tombé d'un seul coup. Mais pourquoi le Conseil d'État a relevé ça? Je crois que c'est lui, en nous empêchant de ficher nos couleurs, de défiscaliser. Bon, ça a commencé par ça, c'était déjà énorme. Et pourquoi jusqu'au 3 juillet? Jusqu'au 3 juillet, voilà, comme ça. Jusqu'au 3 juillet, nous sommes punis. Donc, ma fille, qui est avocate, a pris le dossier en main. Elle essaye de voir, parce qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas quelque part. Donc, je ne sais pas si le terme Alliance Rurale, qui était le titre qu'avait choisi initialement Willy Schrem, qui est un très beau titre, ne mérite pas d'être accompagné de 2 alliés, l'un résistant, mais si résistant c'est pas possible. Pendant la campagne, nous nous étions appelés aussi présidentielle, la France authentique, et de notre parti, le parti de la ruralité, d'Eddy Pujalon, avec qui nous avons fait les dernières régionales en Aquitaine.